Un courriel de mon institution financière? Mais l'adresse est boz0@courriel.com. Non merci. Mon cyberréflexe, m'abstenir de cliquer. Aiguisez vos cyberréflexes sur desjardins.com/sécurité. Ce qui nous fait tomber sous le charme d'une Mazda, c'est ce que l'on ressent au volant. Le confort raffiné, le plaisir, la puissance. Mazda, conduisez sans mesure. Découvrez-en plus sur Mazda.ca. Depuis plus de 3 décennies. Mathieu Bock-Côté. Il représente un segment très important de l'opinion publique. Richard Martineau. Tu vis sur quelle planète? La rencontre. Je regarde ça et là, je me dis, mais c'est de la comédie. C'est hallucinant. La rencontre. Bock-Côté. Martineau. Très content de parler avec Mathieu Bock-Côté, un homme qui, samedi soir, à la télévision française, devant des millions de Français, a dit le mot « bédaine ». Pas bide, pas ventre, bédaine. En gros québécois, salut Mathieu. Mais parce que nous avons la bonne manière de le prononcer. Non. Moi, c'est matière. C'est assez drôle parce que certains, ça fait 3 semaines, oui. Moi que je suis ici. Alors certains me disent de chez nous, il est déjà en train de perdre son accent, et il y en a ici quelques-uns, heureusement pas nombreux, qui disent on ne comprend rien quand il parle le canadien. Bon. mais quand tu dis bédaine, j'ai vu ton co-animateur, fait celui qui présente l'émission, qui a eu comme un mouvement de sourcil un peu là. Oui, mais il y a des mots auxquels je tiens. Enfargé est un mot auquel je tiens. Tantôt est un mot auquel je tiens. Tantôt, chez nous, c'est normal. Ici, ça sonne vieille grand-mère normande. Et quel plaisir, néanmoins, que de continuer à souper alors qu'apparemment, ici, on dîne. Non, il y a quand même ce qui passe pour des coquetteries de langage. En fait, c'est le français qui est le nôtre et auquel je tiens absolument. Est-ce qu'on te dit, dans les coulisses de l'émission, d'ailleurs, félicitations, l'émission fonctionne très bien. J'ai vu que, oui. Écoute, t'as participé à faire de CNews la chaîne d'information, la première chaîne d'information en France, je crois, si je me trompe pas. En fait, l'émission était les codes d'écoute, comme on dit, j'ai jamais été très attentif à ça, mais apparemment c'est important, sont en hausse, et là le samedi soir, on occupait la première place de manière un peu inattendue aussi rapidement. Wow, c'est fantastique, vraiment bravo. Est-ce qu'on te dit d'y aller un peu mollo sur t'as parlé beaucoup du Québec samedi soir, beaucoup en parlant de cette histoire là, de réticule politique, de livres brûlés. Tu as beaucoup parlé de l'exemple québécois. Tu utilises des québéquismes comme bédaine. Est-ce qu'on te dit d'y aller mollo puis d'être un peu plus français? D'aucune manière. Premièrement, ils sont parfaitement capables de comprendre. Ensuite, je crois, il est intelligible. Et pour ce qui est de l'exemple canadien plus que québécois, les Québécois, on a résisté au délire de l'autodafé. Alors que la classe politique canadienne se couchait. En France, non, ils sont intéressés de savoir ce qui se passe en Amérique du Nord parce qu'ils comprennent bien que ça va finir par leur tomber dessus. Donc, d'une manière ou de l'autre, c'est le rôle qui est attribué aux Québécois dans l'espèce de géopolitique de la sottise aujourd'hui. Nous sommes les premiers témoins des délires de l'Empire et du wokistan qu'est le Canada. Alors, de ce point de vue, notre capacité à voir ce qui se passe est appréciée, je crois. OK, donc on est le canari dans la mine. On sait que les mineurs amenaient un canari avec eux. Si le canari mourait, il fallait que tu quittes la mine parce que il y avait des gaz, là. Oui, non, mais en fait, il y a le fait que les Québécois, on est véritablement témoins. Et de ce point de vue, quand on leur dit prenez ça au sérieux, je crois qu'ils ont intérêt à le prendre au sérieux. Le fait est que tout ce qu'on croyait ne traverserait pas l'Atlantique a fini par le traverser. Donc, je pense qu'on a tout intérêt, ils ont tout intérêt à guetter des événements. Puis de notre côté, on a tout intérêt à s'inspirer de leur capacité de résistance qui est tout à fait réelle. Nous, les Québécois, on est toujours sur le mode tranquille. Hein. La résistance tranquille, la survivance tranquille, la révolution tranquille, puis un jour d'indépendance tranquille. Ici, ils sont pas sur le mode tranquille. Et je pense que cette espèce de saine résistance française à ce délire peut nous inspirer de notre côté. Écoute, j'ai un thème aujourd'hui dans l'émission. J'y reviens souvent parce que, bon, c'est la question que je me pose. On a tous été extrêmement fâchés de la fameuse question posée lors du débat anglais. On s'est fâchés pendant 3-4 jours, mais les Québécois, on se dégonfle après, puis on prend notre trou, comme chantait Jean-Pierre Ferland. Est-ce que tu crois que on pourrait, à un moment donné, rester fâchés longtemps? On est resté fâchés à peu près longtemps au début des années 90. On s'en souvient du discours magnifique de Jean Duceppe au moment de la Saint-Jean jusqu'à l'élection du Bloc en 93. On peut dire que les Québécois vivent un moment d'authentique résistance à leur négation comme peuple, comme société distincte. Aujourd'hui,
tout va très rapidement. Les nouvelles vont rapidement. Les indignations sont rapides. Le circuit de l'information fait en sorte qu'on digère très rapidement ce qui, la veille, nous semblait définitif. Cela dit, ce que j'espère, c'est qu'on verra une forme de révélation, de confirmation, en fait, chez tous ces Québécois qui s'imaginaient que la question nationale était enterrée. Au Canada, ça cohabitait. Bon, ils nous aiment pas beaucoup, mais on les aime pas beaucoup, puis finalement, on cohabite. Non. On est globalement, par rapport au Canada, on est plutôt indifférent, mais on n'est pas hostile. Alors qu'il y a, au Canada anglais, la détestation du Québec, une forme de haine du Québec même, une haine qui se présente sous la forme de la condescendance progressiste. Elle est normalisée à un point tel qu'on ne s'en rend même pas compte quand on l'exprime, comme on l'a vu dans le débat en anglais. Donc, j'espère que là, ça va s'attiédir, ça va se refroidir. Je ne sais pas si le Bloc va en profiter électoralement. Peut-être, peut-être pas. Si c'était arrivé quelques jours avant l'élection, peut-être davantage. Mais sur le fond des choses, j'espère que ça va réveiller la conscience de ceux qui aiment croire que tout cela est terminé puis que la question nationale ne se pose plus. Et tu veux nous parler justement des gens qui critiquent Legault, là? Oui, ça, c'est important. Parce que là, on voit toute une série de gens qui nous disent, premièrement, pourquoi François Legault se prononce sur des champs de compétences fédérales et ainsi de suite. Premièrement, il faut rappeler que quand les fédéraux décident d'empiéter ou se prononcent dans une élection fédérale, quand les fédéraux décident d'empiéter dans les champs de compétences provinciales, c'est la moindre des choses que le premier ministre du Québec défende les champs de compétences du Québec. Ensuite, quand on voit ce que Justin Trudeau fait au Canada, dire il faut en finir avec lui politiquement, c'est la responsabilité du premier ministre du Québec. Surtout qu'à ce qu'on en sait, les partis fédéralistes n'ont jamais hésité à dire qu'il ne fallait pas soutenir les partis souverainistes ou nationalistes au Québec. D'où vient soudainement cette pudeur de vieille fille qui consiste à dire « Oh là là, François Legault décide de soutenir un parti ou du moins de ne pas en soutenir un. Ça me scandalise. » Un instant, les enfants. Je veux dire, les fédéraux n'ont jamais cessé de dire qu'il fallait combattre les séparatistes. Ben, ils se mêlent à notre vie politique à ce moment-là. Eh bien, si on décide de miser sur une option décentralisatrice, le temps d'aller vers l'indépendance, si Legault dit, je souhaite... il n'a pas dit voter pour des conservateurs. Il a dit, ces trois partis-là ne nous avantagent pas. Si on déduit minimalement de son propos l'idée qu'il faut bloquer les libéraux, effectivement, dans plusieurs comtés, bloquer les libéraux, ça veut dire voter bloc. Dans d'autres comtés, ça veut dire voter conservateur. Mais moi, il y a une chose qui est certaine, cela dit, c'est que j'aimerais que, même si le Bloc réussit à avoir un bon score aux élections fédérales, c'est dans une semaine, j'aimerais que ça ne soit pas qu'une espèce de réaction vive, une espèce de paratonnerre, on s'est déchargé de notre colère et ensuite on passe à autre chose. J'aimerais que plutôt qu'une espèce de coup de colère, que ce soit une forme de réaction, une colère froide, disons ça comme ça, c'est parfait. On vient de comprendre, là. On va pas crier les airs, on va pas avoir des baguettes en l'air, mais on vient de comprendre ce qui se passe. J'espère que c'est le cas. Parce que Mathieu, si on n'a pas compris après ça, parce qu'il faut le rappeler que c'est une question qui a été approuvée par un comité formé de journalistes de CBC, de CTV, d'APTN, la chaîne autochtone et de Global. Donc, eux autres trouvaient ça tout à fait correct, cette question-là. Si on n'a pas compris après ça, Mathieu, qu'est-ce que ça va nous prendre? Mais il faut voir qu'on a dans notre espace médiatique, que je ne les nommerai pas parce qu'ils ne le méritent pas, mais toute une série de commentateurs spécialistes du c'est pas grave. Et ça, c'est véritablement des gens qui sont toujours là pour expliquer aux Québécois que ce qui se passe ne se passe pas. Que la haine du Canada anglais, que le mépris, que ça n'existe pas, c'est une exagération, c'est les nationalistes qui en rajoutent. Puis ces gens-là qui sont le véritable bois mort du milieu journalistique et du commentariat, ces gens-là sont véritablement des gens qui sont occupés à, je dirais, inconsciemment, parce qu'ils disent ce qu'ils pensent, mais ce qu'ils pensent est au service du régime. Ils travaillent à dérégler le débat démocratique québécois en détachant les Québécois de la réalité. La réalité, c'est un régime qui nous nie. La réalité, c'est un régime qui fait le procès de notre existence. Mais ces gens-là sont occupés véritablement à nous dire que rien ne se passe, que tout est un détail, qu'il faut pas s'y attarder, que finalement on exagère. Et comme je le dis, pour moi, c'est le bois mort de l'intelligentsia et du commentariat. Là, il va falloir à un moment donné en tirer les conclusions qui s'imposent. Est-ce que le souverainiste selon toi, le souverainiste dans François Legault, est-ce qu'il dort? Est-ce qu'il dort profondément? Est-ce qu'il est dans le coma ou il est mort? Non, moi je pense qu'il travaille. Je pense que les affects de François Legault sont les affects d'un indépendantiste. Je pense qu'il
Il s'est détaché de ça politiquement, croyant que ça ne pouvait plus se faire, mais on l'a vu pendant la pandémie, puis on le voit souvent. Il n'est pas ce qu'on pourrait appeler inconditionnellement attaché au Canada par ses rêves et ses désirs, là. On est devant une espèce d'arrangement de circonstances, et si les circonstances l'y poussaient, eh ben je crois qu'il pourrait, faut que les circonstances l'y poussent, on s'entend. Donc ça ne peut pas être seulement un débat. C'est un débat, plus le traitement réservé à la loi 21, plus ce qui se passe sur le plan linguistique. Peut-être y aura-t-il chez lui une forme de réveil. Il serait bien de ce point de vue que le Parti québécois soit capable de faire pression sur lui pour lui rappeler, en passant, on est encore là. Les partis nationalistes ou autonomistes sont d'autant plus courageux qu'ils ont à côté d'eux des indépendantistes pour les rappeler, leur rappeler de plus hautes exigences. Mais Denise Bombardier me disait tantôt que François Legault n'ira jamais plus loin que le peuple est capable d'aller. C'est-à-dire qu'il est collé à nous, il sera pas une locomotive. T'sais? Non, mais il sera pas non plus un frein ou un retardateur. C'est ça qui est intéressant. Ce serait pas Jacques Parizeau, mais c'est pas non plus Robert Bourassa. Enfin, en fait, c'est François Legault, qui sent les Québécois, qui voit jusqu'où on peut aller, et puis si les circonstances l'exigent. Puis quelquefois, dans l'histoire, des leaders veulent pas nécessairement faire quelque chose, mais quand les circonstances l'y poussent, la question est de savoir s'ils se rallient à ce qui se passe ou s'ils jouent le rôle de force de blocage. Il faut simplement espérer, sans se compter l'histoire, sans se faire croire que François Legault complote secrètement pour l'indépendance. Bien sûr que non, c'est pas ça. Mais si les circonstances les poussent, il faut espérer que François Legault, plutôt que de peser sur le frein, pèse sur l'accélérateur. Je pense que c'est un authentique patriote. Je pense qu'il avait fait son deuil de l'indépendance. La question est de savoir si, puisqu'il la voit renaître comme possibilité, à tout le moins comme désir, est-il capable, probablement pas dans ce mandat, mais dans celui qui suivra, ou dans les circonstances qui viendront, de se dire finalement, c'est moins mon deuil que je dois faire que dire qu'on doit réconcilier les Québécois avec cette idée. On verra pour la suite. On verra pour la suite. Là, on va voir si justement on est capable de colère froide ou seulement de montée de lait qui dure. Mais comme tu dis, là, avec les cycles de nouvelles maintenant, une nouvelle chasse l'autre très rapidement, c'est normal que on se pompe 2 jours, puis après ça, on se pompe sur un autre sujet. Exactement. Mais quelquefois, il y a des trames de fond qui s'installent dans l'actualité. La question des accommodements raisonnables, ça a duré pendant des années. Oui. Jusqu'à ce qu'on trouve un débouché politique avec la loi 21, eh bien, il est possible qu'une dynamique semblable s'enclenche. On verra. Écoute, si tu réussis à dire, à un moment donné, enfiroiper à ton émission, je t'envoie un cadeau. Ah, mais quel cadeau, ça se négocie, ça? on verra, j'y pense. Enfiroiper, là, ça serait très bien. Sur CNews, là, j'aurais un petit orgasme. On va essayer. Ça, je les laisse à Sophie, mais moi, je vais prendre le cadeau. Okay. Salut Mathieu, votre côté à demain. Parce qu'en assurance, ce qui compte le plus, c'est d'être là quand ça compte pour vous. Promutuelle Assurance est heureux d'être là partout avec les auditeurs de cette émission. Fier de protéger les biens des Québécois depuis près de 170 ans aux 4 coins du Québec. Promutuelle Assurance est là. Bon balado. Pendant ce petit moment de silence, des femmes ont sombré dans la misère. D'autres ont craint pour leur vie. Et certaines ont tout perdu. La détresse des femmes se vit partout au quotidien. Aidez-nous. Ce qui compte le plus, c'est d'être là quand ça compte pour vous. Promutuelle Assurance est heureux d'être là partout avec les auditeurs de cette émission. Fier de protéger les biens des Québécois depuis près de 170 ans aux 4 coins du Québec. Promutuelle Assurance est là. Bon balado. Un courriel de mon institution financière? Mais l'adresse est boz0@courriel.com? Non, merci. Mon cyberréflexe, m'abstenir de cliquer. Aiguisez vos cyberréflexes sur desjardins.com/sécurité. Mathieu Bock-Côté. Il représente un segment très important de l'opinion publique. Richard Martineau. Tu vis sur quelle planète? La rencontre. Je regarde ça et là, je me dis, mais c'est de la comédie. C'est hallucinant. La rencontre. Bock-Côté, Martineau. Mathieu Bock-Côté, je sais pas si tu te souviens des fameux sketchs de Yvon Deschamps, le boss. Yvon Deschamps faisait un petit travailleur un peu naïf qui était tout content que le boss l'invite à son party. Il disait, hey, mon boss, il m'a invité à son party, il est fin. Mais sauf que le boss l'invitait au party pour qu'il lave la vaisselle, puis qu'il passe les plats, puis qu'il tourne le gazon. Mais lui, il le voyait pas. Il était tout content. Il dit, hey, mon boss m'a invité, j'ai un bon boss, moi. Ça, c'est les fédéralistes québécois. Ah ben oui, absolument. Moi, je trouve ça absolument fascinant en ce moment. C'est que là, le mépris
à l'endroit du Québec n'a jamais été aussi ouvert. La contestation de la légitimité même de la loi 21 et de notre droit d'agir sur des questions qui touchent à notre identité collective, qui touchent aussi à la langue française, qui est le noyau de notre identité nationale, c'est notre légitimité même qui est contestée. Et qu'est-ce qu'on voit en ce moment? On voit les fédéralistes stipendiés, c'est-à-dire les mercenaires du régime, qui sont quelquefois des commentateurs, qui sont quelquefois des éditorialistes, qui sont souvent des journalistes. Et leur principale fonction dans le débat public, c'est de nous expliquer que rien n'est jamais grave. Rien, ou si c'est grave, c'est que c'est une dérive, c'est une anecdote, c'est pas important. Faut pas généraliser, faut pas aller trop loin, et ainsi de suite. Et moi, c'est ce que j'appelle, de ce point de vue, c'est le bois mort de l'intelligentsia au Québec. C'est le bois mort de notre commentariat, c'est le bois mort de notre classe médiatique et politique. Ce sont des gens qui, intellectuellement, finalement, mettent leurs capacités, qui sont quelquefois réelles, au service de la légitimation de l'ordre fédéral. Moi, je dis pas qu'on doit tout être d'accord. On peut être souverainiste, fédéraliste, de gauche, de droite, qu'importe. Mais à partir d'un certain seuil, où on a décidé finalement de normaliser chaque agression contre le Québec, de dire que ceux qui nomment cette agression sont en effet des nationalistes belliqueux, identitaires, ces gens-là, je crois, sont véritablement aujourd'hui dans une logique de déloyauté nationale. Et effectivement, ils vont se faire une fierté jusqu'à la fin des temps de se faire dire qu'ils sont donc ben tolérants, puis ils sont donc ben ouverts, puis c'est donc ben du bon monde d'être ouverts comme ça. Et pendant ce temps-là, ils vont regarder les autres, les nationalistes québécois, ils vont dire ça, sont pas ouverts, puis ils vont être tellement fiers, puis quand ils vont se faire dire à la fin merci, c'est le petit merci dans la conversation en anglais, ils vont sentir qu'en plus on les respecte dans leur identité. Ça, je trouve ça assez triste. C'est aussi pathétique, en fait. Quand Jan Wong nous crache au visage, on dit oui, mais elle parle pas au nom du Canada, elle parle en son nom personnel. Quand c'est M. Attaran qui nous crache au visage, oui, mais il le fait pas au nom du Canada, c'est vraiment son nom personnel. Don McPherson, après ça. Puis après ça, ça va être Sashi Curl. Puis après ça, à un moment donné, est-ce qu'on est en train, tu sais, quand est-ce qu'on va arrêter de dire ce sont qu'il y a des hasards, des dérives personnelles? Quand c'est le consortium qui décide que la question posée est légitime, qui est une question qui fait le procès du Québec, là, moi, j'en reviens toujours pas. Donc, on a banalisé, dans le langage du journalisme médiatique, dans le journalisme, cette idée que dire du Québec qu'il est raciste, c'est pas une opinion, c'est un fait de base à partir duquel on construit le reste, on discute sur le reste, et ainsi de suite. C'est un fait qui va de soi. Mais encore une fois, que le Canada anglais nous voit comme tel, je ne suis pas surpris qu'il soit passé de la droite réformiste à la gauche woke pour nous détester. Ça me dérange pas outre mesure, ça fait partie du jeu. Mais qu'on ait chez nous ces gens qui finalement sont des spécialistes de ce que Robert Laplante appelle la minimisation des pertes. Des gens qui n'ont aucun seuil de rupture avec le Canada, qui vont toujours en demander moins pour le Québec plutôt que de prendre le risque de se faire dire non par le régime fédéral. Et qui ont été à ce point trudeauisés mentalement qu'ils sont aujourd'hui fiers de participer à l'œuvre de déconstruction de la nation québécoise, croyant par là œuvrer pour la révélation diversitaire universelle. On a envie de leur dire... avez-vous encore en vous quelque chose comme l'appel minimal du sentiment patriotique, quelque chose comme un sentiment national résiduel, mais non, parce que le bois mort de la classe intellectuelle et politique et ainsi de suite a décidé simplement de se mettre au service du régime. Cela dit, on peut poser la question aussi à tous les Québécois. Les Québécois là sont prêts à voter à 30% pour le Bloc. On vote souverainiste à Ottawa parce que ça n'a pas d'impact, parce que ça n'a pas de conséquences. Mais quand c'est le temps de voter souverainiste où ça va avoir vraiment un impact, des conséquences, c'est-à-dire chez nous, au Québec, non. Là, on vote pas PQ, on veut rien savoir. Ouais, mais c'est parce qu'il y a un cycle, ça s'est joué comme ça. C'est-à-dire, le Parti québécois, aujourd'hui, est l'héritier des échecs de l'indépendantisme. Puis je dis ça avec tristesse, parce que j'ai milité assez longtemps dans ma vie pour avoir un attachement... non seulement, je dirais, un attachement sentimental à ce parti, en quelque sorte. Donc là, je pense qu'en ce moment, quand les Québécois votent pour François Legault, ils ont un vote national. Quand ils votent pour le Parti québécois aussi, ils en ont évidemment. La question est de savoir, et là, pour François Legault, il y a une responsabilité historique immense. C'est l'homme qui est là dans les circonstances où il voit remonter à la surface ce sentiment anti-Québec. On pourrait penser, pour ceux qui aiment un peu l'histoire, à la motion Franqueur, je pense en 1918, je crois, 1917, 1918, je pense. Quand, au moment de la Première Guerre mondiale,
l'aversion envers le Québec qu'on accuse de trahison, de félonie, d'infidélité, de déloyauté à l'Empire sont telles que, à l'Assemblée nationale, le député Francoeur propose une motion en disant si le Québec est un obstacle, empêche la Fédération de progresser, que la présente Assemblée décide que le Québec se retire de la Fédération. Puis la motion ne sera pas portée au vote, finalement, mais elle va être à l'origine de débats assez intéressants. C'est le retour de l'idée d'indépendance dans la vie politique pour la première fois, globalement, depuis la fin des années, presque depuis la Confédération, à tout le moins depuis Honoré Mercier qui avait flirté un peu avec ça. Est-ce que les Québécois vont se dire, tôt ou tard, on aurait voulu, on a essayé, on y a pensé, mais ça marche pas. Mais donc on tranche. Mais pour ça, il faut que leurs élites fassent le travail. Et c'est le propre hélas des élites colonisées. Il faut quand même utiliser ce mot. Falardeau n'avait pas tort sur ça. On a des élites colonisées qui, fondamentalement, ont intériorisé les catégories de l'ordre canadien. Et ils ont, de ce point de vue, le fédéral n'a même pas envoyé des signaux pour nous dire qu'on va trop loin, parce que cette catégorie-là de notre élite est toujours occupée à nous dire qu'on va trop loin dès qu'on se relève un peu. Et par ailleurs, si on tient compte de la mutation démographique du Québec d'aujourd'hui, c'est l'appui au Parti libéral qui est un appui démesuré. Faut pas croire que c'est sans lien avec ça, là. Faut pas croire que c'est sans lien avec cette mutation démographique-là. Donc, tout ça vient ensemble. Donc, les Québécois, moi, je suis prêt à les critiquer, mais pas les blâmer intégralement. Je veux dire, à un moment donné, le propre des élites, c'est d'incarner quelquefois des positions collectives importantes, et nos élites chez nous sont des missionnaires. Mais les Québécois sont poignés dans ce qu'on appelle en bon anglais un catch-22. OK? Un catch-22, c'est-à-dire qu'on dit, regarde comment le système de santé est tout croche, là. Il faut attendre 2 ans pour avoir un rendez-vous avec un psy, alors qu'il y a une explosion de cas de dépression, tout ça. Le système de santé est tout croche. Il y a une pénurie d'enseignants, tout ça. C'est pas le temps de partir, c'est pas le temps de faire un pays. On n'est même pas capable là, de s'organiser. Mais si on s'organise et si tout est correct, ben c'est la preuve que le système fédéral fonctionne. Donc, si les choses fonctionnent au Québec, on n'a pas besoin de partir. Puis si ça fonctionne pas, ben on partira pas parce que c'est tout croche. Donc, on part jamais. C'est pour ça qu'il faut sortir de cette logique-là. L'indépendance du Québec, qu'est-ce que c'est? C'est la possibilité de se gouverner soi-même. C'est de ne plus être puis c'est même plus que ça aujourd'hui. C'est assurer notre survie comme collectivité, ne plus être dans un système qui est fondé sur le procès de notre existence nationale. Mais ça, il faut oser défier justement tous les scripts du régime qui nous disent que finalement rien n'est jamais grave, puis il faut penser à autre chose, et ainsi de suite. Mais tu as absolument raison. On est prisonnier dans une logique qui nous dit si on décide, si ça va mal, c'est une raison de pas la faire, puis si ça va bien, c'est une raison de pas la faire. Eh bien non. L'idée de base, c'est que si on se gouverne soi-même, c'est une bonne chose en soi. Se gouverner soi-même, c'est essentiel en soi. Et puis, par ailleurs, la contradiction, non plus seulement des modèles de société entre le Québec, qui est un État-nation avec une vocation à la laïcité, puis le multiculturalisme canadien qui va de plus en plus loin dans les extrêmes, c'est plus seulement un conflit de société, c'est presque un conflit de civilisation, en quelque sorte, entre, d'un côté, le Québec qui est attaché à une certaine conception de la civilisation occidentale, puis le Canada qui est véritablement le laboratoire du post-Occident. Donc, on a 2 modèles de société et presque de civilisation si différents que la rupture serait salutaire pour les deux. Mais pour l'instant, ou à tout le moins pour nous, ça c'est certain. Mais on a nos 2 défaites, on les a encore dans le corps. C'est comme si on voulait pas se donner le droit de se dire une 3e fois, on va essayer. J'ose croire, tu connais ma conviction là-dessus, que si on n'est pas à la veille d'un grand réveil, on a néanmoins une dernière carte à jouer à l'échelle de l'histoire. Il reste une 3e carte référendaire à jouer dans l'histoire du Québec. J'espère que François Legault va porter d'une manière ou de l'autre ce destin-là, qu'il va contribuer à réconcilier les Québécois avec l'indépendance. Sinon, d'autres forces politiques émergeront. Est-ce que c'est le Parti québécois? Est-ce que ça va être quelque chose d'autre dont le PQ sera un élément? Est-ce que c'est une frange de la CAQ et tout? Ça reste à voir. Mais ce qui est certain, c'est qu'on peut pas. La situation présente est intolérable et on peut pas se contenter d'un nationalisme en parole pour dire que ça n'a pas d'allure. Écoute, tu sais que Sophie est allée à l'hôpital général juif de Montréal, puis elle a écrit qu'elle était vraiment fâchée. Alors, tu sais, il a fallu qu'elle se batte pour avoir des soins dans sa langue. Et là, il y a des gens qui ont écrit en disant, quoi, t'aurais préféré être mal soigné en français? Comme si c'était fait par des francophones, ça aurait été mal fait. T'avais le choix entre te faire soigner en anglais, mais bien soigné, ou de te faire soigner en français, mais mal soigné. Et là, Sophie, elle répond, elle dit, c'est-tu possible de dire, je voudrais être bien soigné et dans ma langue? Oui, c'est surtout, est-ce que c'est possible au Québec de considérer que se faire soigner en français va de soi?
va de soi. Mais ça, c'est le propre d'un peuple colonisé, c'est-à-dire que de toujours croire que l'autre est porteur d'une supériorité intrinsèque. Et aussi, il faut pas l'oublier, d'une partie de nos néo-rhodésiens de Montréal, des néo-rhodésiens qui nous disent, finalement, dès que vous affirmez une défense de votre identité ou de votre langue, vous êtes des racistes. Alors, c'est quand même génial. Hein? Le Canada a trouvé le moyen de faire de l'antiracisme un instrument de diabolisation de l'existence même du peuple québécois. C'est quand même, à l'échelle de l'histoire, c'est quand même pas mal. Mais non, c'est le propre du petit peuple. On se dit, notre langue, elle va pas jusqu'à l'excellence. Notre langue, en gros, notre langue, c'est faite pour être capable de soigner soigner les verrues, là, mais plus ça devient grave, plus il faut que ça se passe en anglais. Il y a quelque chose là-dedans qui est d'une tristesse infinie. Ça nous montre les plaies dans l'âme collective de ce qu'on appelait autrefois la conquête. Et en terminant, parlant de langue, donc le quart des cégepiens ne maîtrisent pas leur langue, donc on va leur permettre, on voudrait leur permettre d'utiliser un logiciel de correction Antidote dans les examens. Et attends une minute, la ministre McCann, ministre de l'Éducation supérieure, trouve que c'est une bonne idée. C'est absurde. Je dirais, à un moment donné, il faut être sérieux. La maîtrise de la langue, c'est pas un détail, c'est pas accessoire. Puis là, de dire finalement qu'on peut se passer la maîtrise de la langue parce qu'Antidote va s'en charger, c'est absurde. Puis Antidote, en plus, règle pas tous les problèmes, quoi qu'on en dise. Parce qu'à un moment donné, il faut être capable d'écrire clairement, de penser clairement, sans cette espèce de béquille de support permanent d'une manière ou de l'autre. Bon, mais ça, on voit, c'est une certaine idée de l'éducation qui s'est décomposée et qui est portée malheureusement par Mme McCann. Oui, ben ça, c'est ça, quand il est question de la langue, la faiblesse de notre langue, la fragilité de notre langue, des fois, là, on pointe du doigt les anglophones, les allophones, mais regarde-nous, là, on n'arrête pas de baisser la barre. Ah, mais ça, c'est notre côté ticoune. Ça, on est parfaitement capable d'être ticoune par nous-mêmes, je le dis, mais j'ose croire que ça, c'est une faille que nous pourrons surmonter. Je l'espère. Merci Mathieu, bonne journée à demain. Bonne journée, bye. Parce qu'en assurance, ce qui compte le plus, c'est d'être là quand ça compte pour vous. Promutuelle Assurance est heureux d'être là partout avec les auditeurs de cette émission. Fier de protéger les biens des Québécois depuis près de 170 ans aux quatre coins du Québec. Promutuelle Assurance est là. Bon balado? Pendant ce petit moment de silence, des femmes ont sombré dans la misère. D'autres ont craint pour leur vie. Et certaines ont tout perdu. La détresse des femmes se vit partout au quotidien. Le ménage du garage. Go! Bon, ça, recyclage, barbecue rouillé, poubelle, vieille chemise, plus de couleur, mais avec un beau chum dedans. OK, ça peut servir, on le garde. Jeu de fléchette, on le donne. Vous faites la place pour une nouvelle Corolla? Pendant les jours repartant Toyota, louez la Corolla XSE 2021 à partir de 0,49% à la location sur 36 mois jusqu'au 30 septembre. Total de 156 paiements de 98 $ par semaine, 7 cents du km après 60 000 km, prix suggéré de 31 139 $. Détails sur achetermatoyota.ca. Parce qu'en assurance, ce qui compte le plus, c'est d'être là quand ça compte pour vous. Promutuelle Assurance est heureux d'être là partout avec les auditeurs de cette émission. Fier de protéger les biens des Québécois depuis près de 170 ans aux quatre coins du Québec. Promutuelle Assurance est là. Bon balado? Mathieu Bock-Côté. Il représente un segment très important de l'opinion publique. Richard Martineau. Tu vis sur quelle planète? La rencontre. Je regarde ça et là, je me dis, mais c'est de la comédie. C'est hallucinant. La rencontre. Bock-Côté, Martineau. Alors Mathieu, je sais que tu veux parler de la déclaration là, de Anne-France Goldwater, mais juste avant, alors que les femmes afghanes luttent contre les talibans, veulent se promener sans voile, est-ce que Mathieu est là? Ah, on n'a pas Mathieu. Je croyais qu'on avait Mathieu Bock-Côté. Donc, on n'a pas Mathieu Bock-Côté, mais je voulais lui parler de ça, là, alors que les femmes afghanes luttent contre le voile imposé de force par les talibans. J'ai vu, là, il y a sur Internet, là, il y a des femmes afghanes qui ont quitté l'Afghanistan et qui se font photographier cheveux au vent pour lutter justement contre les talibans. Pendant ce temps-là, tu as Emmanuela Lambropoulos, députée libérale fédérale avec Mélanie Joly, qui vont porter le voile dans une mosquée à Montréal pour cruiser finalement le vote des musulmans. C'est du clientélisme de bas étage. Je sais pas s'ils veulent avoir le vote, de nudistes, de gens qui pratiquent le nudisme parce qu'ils vont se mettre tout nus.
Est-ce qu'elles vont aller visiter les scientologues et embarquer dans leur délire pour avoir leur vote? Est-ce qu'elles vont aller voir les témoins de Jéhovah? Non, mais tant qu'à faire le tour des religions, ce sont des religions. Ça aussi, les raéliens, est-ce qu'elle va aller voir les raéliens? Est-ce que, tu sais, à un moment donné, Christy, le gouvernement, tu sais, quand on parle de laïcité là, au Québec, là, laïcité, si tu veux rencontrer une communauté, tu les rencontres à l'extérieur d'un lieu de culte. Tu ne les rencontres pas à l'intérieur d'un lieu de culte. Et surtout, si t'es pas musulmane, pourquoi tu porterais le voile? Et le message que tu envoies alors même que rappelez-vous, cette jeune fille-là qui voulait pas se voiler et son père la battait régulièrement et elle voulait rien savoir, elle voulait pas porter le voile. Le père finalement a été accusé, condamné et cette jeune fille-là voulait vivre librement. Alors pendant ce temps-là, Mélanie Joly porte le voile dans une mosquée. Qu'est-ce que tu en penses, Mathieu Bock-Côté, de ça? Ben, moi, la normalisation du voile dans notre société me semble étrange en tant que telle. Le fait qu'on doive le tolérer, c'est une chose. Dans les institutions publiques, je suis favorable à la laïcité, c'est pas un secret. Le fait ensuite que non seulement on doit le tolérer, mais qu'on doit le mettre en valeur, comme s'il s'agissait d'un instrument d'affirmation de l'identité féminine, à la fois une forme de féminisme, parce que ça serait l'occasion de dire on s'habille comme on veut sans respecter les normes masculines, et d'affirmation d'identité minoritaire, c'est-à-dire devant l'Occident qui nous écrase, les minorités décident elles-mêmes de leur inscription dans l'espace public, et qu'une partie de nos élites collabore à cette normalisation du voile, qui est pourtant un symbole par excellence d'une emprise communautariste dans l'espace public et de subordination symbolique des femmes. Moi, je trouve ça étonnant. Et là, ils vont creuser le vote des musulmans. Nos politiciens doivent parler aux citoyens canadiens. Pas à des petits groupes, là, pas on va parler aux musulmans, puis après ça, on va parler aux... Voyons. Mais le multiculturalisme canadien a transformé fondamentalement la vie politique. Au Canada, on courtise par communauté, on courtise par lobby, on courtise par groupe. Il faut se rappeler, par exemple, Mme Lambropoulos, si j'espère ne pas mal prononcer son nom, qui avait gagné son investiture de mémoire dans Saint-Laurent alors que Yolande James était pressenti. Pourquoi? Parce que la communauté grecque du comté voulait avoir une grecque pour la représenter. Eh bien, on est dans cette logique dans le multiculturalisme canadien où finalement on interpelle non plus des électeurs, non plus des citoyens, mais des représentants de groupe. Et quand Marianne Monsef, faut s'en souvenir, a dit nos frères les talibans, c'était une manière de dire que dans son espace mental, elle est d'abord afghane avant d'être canadienne. Donc le Canada est un pays sans substance véritable. C'est le pays qui juxtapose toutes les communautés à condition, cela dit, de les rassembler tout autour d'un refus. C'est le refus du peuple québécois. Mais écoute, je trouve ça incroyable quand même, ce genre de clientélisme-là. Ça en dit long sur le Canada. Là, vraiment, c'est le règne du multiculturalisme. C'est assez clair. Écoute, tu veux revenir sur les propos de Maître Anne-France Goldwater? Oui, la subtile, la délicate, la toujours perspicace Anne-France Goldwater, qui, pour une raison qui m'échappe, est persuadée de son propre génie, mais nul n'est maître de la manière dont il se voit lui-même, qui a utilisé la référence à la Gestapo pour parler du projet de loi 96 dans le cadre d'une conférence du Québec Community Network, le groupe, la nouvelle version d'Alliance Québec. Ensuite, elle nous a dit que c'est pas vraiment ce qu'elle avait voulu dire. Donc, une référence à la Gestapo, comme ça, échappée dans la conversation. C'est une nazification des lois linguistiques québécoises. Nulle surprise, parce que cette nazification, nous y sommes habitués. Cette nazification fait partie de l'ordre des choses au Canada. Quand c'était pas la nazification, ça peut être aussi quelquefois les États-Unis de l'époque de la discrimination. On a toujours une référence, mais la référence au nazisme est utilisée pour qualifier un projet de loi qui, dans les faits, là, on s'entend, est cul-de-jatte, il est manchot et il est édenté. Le projet de loi 96. Eh bien, pour Mme Goldwater, la référence au nazisme est légitime. Ensuite, elle nous explique que c'est pas ce qu'elle a voulu dire dans le fond. Ah ben, qu'est-ce qu'elle voulait dire alors? Et elle dit, en tant que juive, je ressens ça ainsi. Ben, un instant, premièrement, cette prétention au monopole de l'identité juive est assez gênante. Je précise, soit dit en passant, que la communauté juive organisée elle-même, le CIJA, a condamné cette instrumentalisation de la mémoire de la Shoah, la mémoire de l'Holocauste, la mémoire du nazisme pour faire le procès de la loi 96. Mais moi, ce qui me frappe à travers ça, c'est que c'est banal.
C'est banal. Ces propos-là sont constants dans l'histoire du nationalisme québécois. La volonté de s'affirmer même minimalement est toujours interprétée à la lumière d'une horreur disponible. Et le Troisième Reich et la mémoire souvent utilisée pour faire le procès du nationalisme québécois. Dans les années 90, c'était aussi le nationalisme serbe. Il y a eu l'Afrique du Sud pour certains. Il y a la ségrégation. Et c'est banal. Quelquefois, certains vont dire, vous savez, la référence au nazisme est un peu polémique. Oui, effectivement. Donc là, on se dit, on va essayer d'éviter les gros mots. Mais sur le fond des choses, c'est la même chose qu'on a entendu au débat en anglais. Sur le fond des choses, c'est cette idée qu'il y aura un système de discrimination généralisée et institutionnalisée au Québec. Bon. Eh bien, à un moment donné, il faut quand même voir les choses telles qu'elles sont. C'est-à-dire c'est une haine normalisée. Nous le savons, la haine du Québec n'est pas un discours haineux, c'est une manifestation d'humanisme. Écoute, on se souvient dans les années 70, là, quand ils ont adopté la loi 101, le gouvernement péquiste, Aislinn, qui était caricaturiste pour de Gazette, faisait des dessins montrant Louise Baudouin en Ilsa, la Louve DSS, là, avec un fouet dans les mains, avec le petit chapeau avec l'insigne de la croix gammée, là. Oui, c'est pas la première fois. Puis on se souvient que Lucien Bouchard et Jacques Parizeau avaient été aussi nazifiés. Ils avaient leur poursuivi le type, puis ils avaient gagné de mémoire. Mais cette nazification, ça fait partie, je dirais presque de la structure mentale du Canada anglais lorsque vient le temps de parler du Québec, et plus encore de nos rhodésiens locaux, à référence historique, référence ennemie, mais celle-là, je la trouve plutôt juste. Donc, notre minorité rhodésienne, chez nous, qui est en fait l'extension de la majorité canadienne-anglaise au Québec, eh bien, n'a jamais toléré la remise en question du système mis en place dans les suites de la conquête. Et quand, à partir des années 60, il y a eu une relative remise en question avec la Révolution tranquille, elle a toujours interprété cette affirmation au fait qu'on pouvait être maître chez nous, enfin, comme une forme de spoliation. Conrad Black avait dit de la Révolution tranquille que c'était, derrière la social-démocratie, c'est un système de spoliation des richesses d'une élite méritante, l'élite du Golden Square Mile, et puis par une collection de francophones paumés qui misaient finalement sur l'État provincial pour être capable de dévaliser leur minorité riche. Bon, c'est pas surprenant, mais puis là, on entend beaucoup dans le cadre de la campagne actuelle, c'est assez amusant. Tout le monde dit le Québec et le Canada ont jamais été aussi éloignés, tout ça, faut en tenir compte. Bon. Premièrement, soyez conséquents. Si vous voulez en tenir compte, ça implique qu'à un moment donné, il faut se séparer. Deuxièmement, et là, moi, c'est à ce moment-là que je confesse une inquiétude, vu la mutation démographique dont nous sommes témoins aujourd'hui, je me demande si ce qu'on appelle le retour du nationalisme québécois n'est pas le dernier spasme avant une forme d'effondrement démographique à venir, 2036, 2040 environ, où le basculement démographique sera à ce point consacré que finalement, la différence québécoise aurait été avalée dans le cadre canadien parce que tout simplement la majorité historique francophone aura perdu véritablement son, je dirais, sa position institutionnelle, sa position culturelle, sa position démographique au Québec. Donc, je sens qu'on est dans un moment de l'histoire. Ça ne veut pas dire qu'on va en faire quelque chose où les choses pourraient s'accélérer, où c'est la dernière chance qui nous est offerte comme peuple, là, elle se présente à nous, puis elle se dérobe au même moment. J'espère qu'on va en être conscient. Parce que là, le sondage aujourd'hui, Léger, le journal TVA sur les deux solitudes, c'est un très bon portrait de la situation actuelle, mais il n'y a personne qui est surpris de ça. Là, on sait depuis longtemps que deux solitudes. Moi, je suis tanné qu'on fasse le diagnostic, je suis tanné qu'on fasse le constat. La question qu'il faut se poser, et maintenant, sachant ça, on fait quoi? C'est ça la question qu'il faut se poser. On fait quoi? Et soyons sérieux. Est-ce qu'on va, là, alors que le Canada s'est transformé démographiquement comme jamais? Est-ce qu'on va, alors que le Canada a déclassé des peuples fondateurs par les premiers peuples, comme ils disent aujourd'hui les Autochtones? Alors que les lois, le Canada se permet de nommer une gouverneure générale qui parle pas un mot de français, Madame Simon. Est-ce qu'on pense vraiment, là, nous, les nationalistes québécois, les Québécois, qu'on va être capable de ramener là, du magasin des antiquités politiques, là, les deux peuples fondateurs et les deux nations? Non, c'est terminé. C'est terminé, cette vision-là. Le Canada a répondu à tout ça. C'est non. Bon, mais là, nos fédéralistes québécois vont devoir se poser une question. Est-ce qu'ils consentent à notre minorisation définitive, au fait d'une forme d'acadianisation, dis-je, ou est-ce qu'ils décident de dire ça tient plus? Mathieu, et je reviens toujours avec cette phrase-là. Einstein disait, la définition de la folie, c'est de toujours faire la même chose en espérant des résultats différents à chaque fois. Combien de fois va falloir cogner à la porte d'Ottawa avec notre liste de demandes? On le sait qu'ils vont dire non.
Et c'est pour ça qu'il y a une responsabilité historique de François Legault. Moi, vous savez, il y a des gens qui tiennent à dire qu'ils ont des amis bizarres. Ben, moi aussi. Moi, j'ai des amis fédéralistes. Bon, pas des tonnes, mais j'en ai quelques-uns. Ouais, c'est comme ça. Ça permet quelquefois, ça réchauffe les discussions. Mais, ces amis-là me confessent, mais c'est une confession, parce qu'ils ont été socialisés et éduqués dans le manche péquiste, dans le manche séparatiste. Eh bien, j'en vois plusieurs aujourd'hui tanguer, hésiter, se demander, mais il y a peut-être quelque chose qui se passe. Et là, ils auraient besoin d'un petit coup sec, comme dirait l'autre, là, pour être capable de se sortir de leur pesanteur, leur inertie politique et constitutionnelle. Et ça, autant les souverainistes organisés, le Parti québécois, a un rôle à jouer là-dedans, c'est-à-dire qu'il doit garder vivante l'idée dans le débat public, autant la responsabilité historique en ce moment appartient à François Legault. François Legault sait ce qui se passe en ce moment. Il sait compter. Il voit les choses. Il ne veut pas se contenter d'une opposition rhétorique à ce qui se passe. Paul Saint-Pierre Plamondon, le chef du PQ, a publié un très bon texte sur le site du journal, je crois, hier, vraiment très, très bon. Il dit, là, c'est une chose de s'indigner. On est tous indignés. Là. On s'indigne, mais là, une fois qu'on s'est indigné, qu'est-ce qu'on fait? Ben oui. Et M. Legault devra nous dire qu'est-ce qu'il fait. Est-ce qu'il consent à la minorisation démographique, à la neutralisation politique du Québec dans le Canada? Est-ce qu'il consent à ce qui va se passer si on fait rien? Et s'il n'y consent pas, il a, M. Legault, dans l'histoire de notre peuple, il a en ce moment une autorité morale. Il y a un rapport avec les Québécois qui lui permet de rendre possible ce qui semblait inimaginable il y a 2-3 ans. Est-ce que M. Legault entend cet appel ou est-ce que finalement la transition caquiste, c'est pas une transition vers un nouvel élan national, mais c'est une manière de nous amener à consentir à notre minorisation dans le Canada derrière le langage de la fierté? Il a le choix entre être politicien ou être un chef d'État. Il pourrait passer à l'histoire, François Legault, il n'en tient qu'à lui de choisir. C'est exactement ça. Il lui appartient de savoir s'il passera à l'histoire comme celui qui aura sacrifié la dernière chance. De ce point de vue, ce serait un destin à Robert Bourassa, ou celui qui permettra à la vieille aspiration du peuple québécois d'aboutir enfin. Je pense que c'est possible. Et c'est pour ça que là-dessus, on me dit quelquefois que je suis une espèce de grand naïf. Alors, je ne me fais pas d'illusions. Je pense pas que François Legault pilote je ne sais quelle opération clandestine pour être capable de convertir le Québec à l'indépendance. Je dis que le poids des circonstances peut quelquefois forcer un homme qui sait compter et qui sait analyser à modifier sa position. Les circonstances historiques se dessinent. Est-ce que le leader de la CAQ va, de ce point de vue, faire le dernier pas? Il y a l'autorité morale pour être capable de ranimer la flamme chez les Québécois. Ben là, on va voir s'il a les yeux devant les trous, comme on dit, s'il voit la réalité telle qu'elle. Merci beaucoup. Absolument. Merci Mathieu. Bonne journée, à demain. Salut. Parce qu'en assurance, ce qui compte le plus, c'est d'être là quand ça compte pour vous. Promutuelle Assurance est heureux d'être là partout avec les auditeurs de cette émission. Fiers de protéger les biens des Québécois depuis près de 170 ans aux 4 coins du Québec. Promutuelle Assurance est là. Bon balado. Pendant ce petit moment de silence, des femmes ont sombré dans la misère. D'autres ont craint pour leur vie. Et certaines ont tout perdu. La détresse des femmes se vit partout au quotidien. Aidez-nous dans la bonne gestion de vos finances personnelles. Ne manquez pas Le Bon Conseil ce jeudi à Cube Radio. Angela Hiermieri, planificatrice financière chez Desjardins, vous partagera ses trucs et astuces pour vous aider à faire des choix éclairés. Le Bon Conseil ce jeudi à 8h55 et 15h55 à Cube Radio. C'est merveilleux. On bouge à nouveau, on se rencontre à nouveau, on découvre du pays à nouveau, on se retrouve dans le trafic à nouveau. Attends, quoi? Ne laissez rien vous arrêter. Faites votre retour avec Via Rail. Mathieu Bock-Côté. Il représente un segment très important de l'opinion publique. Richard Martineau. Tu vis sur quelle planète? La rencontre. Je regarde ça et là, je me dis, mais c'est de la comédie. C'est hallucinant. La rencontre. Bock-Côté. Martineau. Alors Mathieu, est-ce qu'on vit encore dans une fédération au Canada? C'est la question que pose Antoine Robitaille. D'ailleurs, ils appellent plus les fédéralistes, Antoine. Ils appellent les canadianistes en disant il n'y a plus de fédération au Canada.
Oui, mais je pense que ça date pas d'hier. Hein. C'est-à-dire que la tendance à la centralisation du Canada, elle est inscrite dans sa constitution. Elle est inscrite dans l'imaginaire du pays. Dans l'histoire, si on pense à 1867, faut jamais l'oublier, pour MacDonald, le fédéralisme, c'est une concession temporaire faite aux provinces, au Québec, et dans son esprit, la nature du régime va pousser à sa centralisation toujours plus grande. Et si on a une décentralisation au fil de l'histoire relative, c'est d'abord parce que le Québec s'est battu pour ses droits, et aussi parce que la construction de l'État social, comme on dit dans la deuxième moitié du 20e siècle, les compétences sociales appartenaient aux États provinciaux. Et puis ça a fait en sorte aux provinces, ça a fait en sorte que l'État provincial s'est développé. Et Ottawa ne l'a jamais accepté. Ottawa considère que, fondamentalement, tout appartient au domaine d'Ottawa, puis que les provinces n'ont qu'à administrer les décisions pan-canadiennes prises par Ottawa. Au Québec, normalement, on avait tendance à s'opposer à ça, surtout les nationalistes québécois, surtout les indépendantistes québécois, qui disaient que c'était une mauvaise idée. Mais là, ce qu'on a vu avec la déclaration absolument ubuesque de Gabriel Nadeau-Dubois avant-hier, je crois, ou hier, avant-hier, il a dit que les compétences constitutionnelles, il va pas s'attarder là-dessus exagérément. Les compétences provinciales, c'est pas sa tasse de thé, ça l'ennuie. Lui a dit ça, et Jagmeet Singh de NPD a dit lui aussi que les compétences, il s'en fout totalement, les compétences provinciales. Mais que ça vienne de Jagmeet Singh, je suis pas surpris. Le NPD a toujours été un parti centralisateur. Je pense que c'est mauvais, mais c'est pas surprenant. Mais que des indépendantistes québécois, du moins ils se présentent comme tels, disent eux que les compétences, ça les intéresse pas. Autrement dit, qu'Ottawa empiète jusqu'au jour béni ou rêvé de l'indépendance, Ottawa peut se mêler de nos affaires, décider de nos lois sociales, décider de notre organisation collective. C'est pas grave, on va pas se battre là-dessus. Eh ben, pour moi, c'est quand même assez marquant. Ça montre à quel point il y a une confusion mentale très grave chez QS, qui sont dans un rapport purement fantasmé à l'indépendance du Québec. Pour eux, l'indépendance, c'est le début d'un temps nouveau, c'est une société nouvelle, c'est un modèle de société nouveau, mais c'est pas un rapport de pouvoir. Ces gens-là sont étrangers au rapport de pouvoir dans le rapport au Canada. Et qu'est-ce qu'on voit à travers cette déclaration-là? C'est une forme d'illettrisme, d'analphabétisme politique et constitutionnel à Québec solidaire, chez Gabriel Nadeau-Dubois, qui passe pour le plus intelligent et le plus cultivé de la bande, et à travers tout cela, c'est une forme de capitulation devant la logique pan-canadienne, mais de la part d'indépendantistes, c'est ce que je répète, c'est ça qui est fascinant. Mais non, pour reprendre la formule d'Antoine, le Canada est une fédération d'apparat, mais c'est pas une fédération fondamentalement dans la définition de l'État canadien. Le Canada a toujours cherché à se délivrer de son carcan fédéral, et dans les années 2000, par exemple, faut pas oublier, Ottawa avait dit, par exemple, on va miser sur les villes, on va miser sur les grandes villes pour créer un rapport direct entre Ottawa et les villes. Donc, c'est une manière comme une autre de court-circuiter les provinces. Cette histoire-là se poursuit. Le problème, c'est qu'elle trouve désormais des complices dans la classe politique québécoise. Il y a des gens qui vont dire, Erin O'Toole, lui, est un défenseur de la fédération parce qu'il n'arrête pas de le répéter, qu'il veut respecter les compétences provinciales. Il est moins interventionniste. Il ne veut pas dire qu'il ne l'est pas. Il faut se rappeler, par exemple, la volonté des conservateurs de faire la commission sur les valeurs mobilières. C'était Ottawa qui voulait véritablement s'emparer d'un domaine de notre vie nationale. Donc, la question entre les conservateurs et les libéraux, c'est une gradation dans le pire. C'est-à-dire les conservateurs sont moins pires, ce qui n'est pas rien. Ce qui n'est pas rien, mais ce qui est peu. Et en dernière instance, tous participent à l'esprit pan-canadien, à l'esprit du fait qu'Ottawa, pour eux, c'est pas un gouvernement fédéral, c'est le vrai gouvernement national. Puis, faut pas se tromper, hein. Quand on regarde la politique au Canada anglais, au Québec, nous, le vrai gouvernement est à Québec. Puis à Ottawa, c'est l'autre gouvernement. Mais notre vrai gouvernement est à Québec. Dans le Canada anglais, les gouvernements provinciaux, c'est comme des extensions lointaines du pouvoir municipal. Et le vrai gouvernement est à Ottawa. Parce que leur gouvernement national est à Ottawa, mais le nôtre est à Québec. Et ça, cette contradiction-là, qui n'a jamais été surmontée d'une manière ou de l'autre, eh bien, on en voit le résultat aujourd'hui. Marcel Masse, qui était une figure que j'estimais beaucoup dans la classe politique québécoise et canadienne, avait dit, dans les suites de Meach, qu'il manquait une capitale au Canada. Il disait, il y a Québec, la capitale du Québec français, du peuple québécois. Il dit Ottawa, la capitale de la Fédération, mais il manque à Kingston une capitale pour le Canada anglais. On comprend ce qu'il voulait dire par là, c'est qu'il aurait fallu 2 capitales nationales et une capitale fédérale. Mais c'est pas ça. Pour le Canada anglais, c'est la capitale nationale et la capitale fédérale, ça fusionne en une seule. Et nous, les Québécois, on tarde à comprendre ça. Mais, je suis fasciné de voir comment cette vieille question qui était autrefois centrale dans notre vie collective, la question de l'autonomie et des compétences constitutionnelles, aujourd'hui, on l'aborde avec une forme d'étonnement parce qu'on a perdu ce langage et ses repères.
Écoute, tu parlais de Gabriel Nadeau-Dubois. On sait qu'il y a eu une chicane et c'est coltaillé avec le premier ministre, puis il l'a traité de monarque. Il a fait un parallèle avec Duplessis, le chef. Quand je parle au nom de tous les Québécois. Il dit non, je m'excuse, vous êtes le chef du gouvernement, mais vous n'êtes pas l'incarnation du Québec, comme De Gaulle l'était pour les Français, par exemple. Et j'écoutais hier la Joute. Et j'écoutais Luc Lavoie qui a fait un retour à la Joute assez étonnant. Mais je pense que Luc Lavoie à la Joute, c'est comme le pingouin ou le Joker dans Batman. C'est l'homme que t'aimes détester. Là. Tu regardes la Joute pour détester Luc Lavoie, certaines personnes. Mais en tout cas, bref. Luc Lavoie disait, je suis tanné de ce discours-là de François Legault, que si on n'est pas d'accord avec lui, on n'est pas un vrai Québécois. Je suis désolé, je suis pas d'accord avec beaucoup de choses de Monsieur Legault et je suis un Québécois. Qu'est-ce que tu penses de ce débat-là? Mais François Legault n'a jamais dit que les autres n'étaient pas des vrais Québécois. Je veux dire, il n'a jamais fait ça. C'est des fédéralistes un peu paranoïaques qui s'imaginent des choses de même. Je veux dire, dans les faits, François Legault, c'est le premier ministre du Québec. Il parle au nom du Québec. Le Québec est par ailleurs une société pluraliste, mais le responsable de notre destin collectif, grâce au système électoral qui génère de la légitimité démocratique qui est le nôtre, c'est François Legault. D'ailleurs, soit dit en passant, quand on a des gens comme Gabriel Nadeau-Dubois, pour reprendre cet exemple-là, mais d'autres, qui nous disent « les Québécois veulent pas de ci, les Québécois veulent pas de ça ». Un instant, Québec solidaire, c'est quand même un parti qui, globalement, à l'échelle de l'histoire, est un parti condamné à une forme d'existence minoritaire perpétuelle. Il n'hésite jamais à parler au nom de la justice sociale, du Québec. Il croit avoir le monopole de tout ce qu'il y a de bon sur Terre. Donc là, un instant, François Legault est le premier ministre du Québec. Donc, cette décision engage le Québec dans son ensemble, ce qui ne veut pas dire que tous les Québécois communient dans un même discours sur tous les domaines de la vie. Évidemment, c'est pas la même chose, mais sur la réalité profonde du pays, le Québec, le responsable de l'autorité légitime, c'est François Legault, il n'y a pas de doute là-dessus. Et écoute, Gabriel Nadeau-Dubois l'associait à Duplessis, et pour lui, c'était une insulte. Toi, associer Legault à Duplessis, est-ce que ça peut être un compliment aussi? Ni compliment, ni insulte. Je veux dire, à la rigueur, Duplessis, à l'échelle de l'histoire, a défendu les droits du Québec. Il a défendu l'autonomie du Québec. Il nous a donné un drapeau. Dans les années 50, après-guerre, quand les fédéraux voulaient véritablement centraliser le Canada, il a défendu l'autonomie nationale, l'autonomie constitutionnelle. Il a fait tout ça de manière assez admirable. Hein. Alors, une fois que c'est dit, il a fait plein de choses qu'on peut lui reprocher. Mais moi, je sens pas le besoin de chaque fois que je dis du bien de Duplessis, je sens pas le besoin d'en dire du mal, parce que je tiens pour acquis que tout le mal qu'on en a dit depuis 60 ans, 70 ans, est enregistré dans la conscience, 60 ans en fait, est enregistré dans, 70, est enregistré dans la conscience collective. Donc, on le sait. Duplessis n'était pas parfait, mais dire qu'il défendait le Québec, c'est pas déshonorant. Mais pour une partie de la gauche folklorique, dire Duplessis sur le mode du procès, puis ça fait partie un peu de son folklore politique. C'est son démon qu'elle ressort de temps en temps. C'est comme le mot néolibéral a dit ça, puis on est censé avoir peur. Donc là, c'est pas très intellectuellement stimulant de la part d'un parti qui se croit celui de l'intelligence. Gabriel Nadeau-Dubois qui traite Legault de monarque et M. Legault a traité Gabriel Nadeau-Dubois de woke. Il a répété ça tantôt en point de presse. T'étais un woke. Qu'est-ce que tu penses de ça? C'est pas mal vu. C'est-à-dire, il y a une forme d'inversion des rôles. C'est-à-dire, la gauche radicale, normalement, a le monopole des étiquettes disqualifiantes. Et là, le mot woke, qui en plus, c'est pas un mot inventé, qui était revendiqué par cette mouvance-là. Là, c'est juste que les woke, aujourd'hui, ils ont vu que le terme dont ils se revendiquaient est moins désiré, donc ils cherchent à s'en sauver. Mais François Legault, de manière tout à fait claire, tout à fait compréhensible, a utilisé ce terme-là pour qualifier de mouvance, qui est effectivement dans le wokisme. Je n'y vois aucun problème, c'est de bonne guerre politiquement. Merci beaucoup. Merci Mathieu, on se reparle demain. Salut. Bye bye. Parce qu'en assurance, ce qui compte le plus, c'est d'être là quand ça compte pour vous. Promutuelle Assurance est heureux d'être là partout avec les auditeurs de cette émission. Fiers de protéger les biens des Québécois depuis près de 170 ans aux quatre coins du Québec. Promutuelle Assurance est là. Bon balado? Pendant ce petit moment de silence, des femmes ont sombré dans la misère. D'autres ont craint pour leur vie. Et certaines ont tout perdu. La détresse des femmes se vit partout au quotidien. Aidez-nous. Ce qui compte le plus, c'est d'être là quand ça compte pour vous. Promutuelle Assurance est heureux d'être là partout avec les auditeurs de cette émission. Fiers de protéger les biens des Québécois depuis près de 170 ans aux quatre coins du Québec. Promutuelle Assurance est là. Bon balado? Ce qui nous fait tomber sous le charme d'une Mazda, c'est ce que l'on ressent au volant. Le confort raffiné, le plaisir, la puissance. Mazda. Conduisez sans mesure. Découvrez-en plus sur Mazda.ca.
Mathieu Bock-Côté. Il représente un segment très important de l'opinion publique. Richard Martineau. Tu vis sur quelle planète? La rencontre. Je regarde ça et là, je me dis, mais c'est de la comédie. C'est hallucinant. La rencontre. Bock-Côté, Martineau. Alors, Mathieu, tu as eu le prix de la meilleure phrase de la semaine. Faut que je te donne ce prix-là. Alors, je mets ça en contexte. On sait qu'à Paris, on a enveloppé le l'Arc de Triomphe. Hein. Vous connaissez l'artiste Christo qui enveloppe des monuments. Il a déjà enveloppé le Pont-Neuf à Paris. Ben, il est mort, mais là, bon, on a continué son œuvre à Christo et on a enveloppé l'Arc de Triomphe. J'ai jamais compris exactement l'art de Christo, mais bref. Et là, Mathieu Bock-Côté a dit en France, je crois que c'est à la télé, le tissu manque d'étoffe. Bravo Mathieu, meilleure phrase de la semaine. Est-ce que tu es là? Oui, je suis là, bien évidemment. Alors, dis-moi, qu'est-ce que tu en penses de ça, toi, de voir l'Arc de Triomphe enveloppé comme ça? Ça relance tout le débat sur l'art contemporain, là. Bon, c'est une illustration parmi d'autres de la bêtise de cet art conceptuel qui ne recherche pas le beau, qui ne recherche pas la durée, qui est censé porter un concept qu'il faut d'ailleurs comprendre en entrant dans la psychologie créatrice du créateur. Mais le résultat des choses, c'est que dans les faits, on nous demande d'entrer dans un fantasme et de nous émerveiller comme s'il s'agissait d'une création magnifique. Non, je trouve ça laid, je trouve ça bête, je trouve ça lassant. Et j'ai eu l'occasion de le dire hier dans le cadre de l'émission Face à l'info sur CNews. C'est pas, comment dire, c'est tout simplement l'expression d'une forme d'absolutisation de la subjectivité. C'est-à-dire, moi, dans mon monde, j'ai envie de créer ça. Puis ce qui est fascinant, c'est que les pouvoirs publics, souvent, dans ce cas-là, c'est financé par le privé, mais souvent, les pouvoirs publics se soumettent à cette espèce de lobby de l'art contemporain qui impose une définition de l'art qui n'a plus rien à voir avec les règles élémentaires de l'esthétique. Donc, tout ça, personnellement, m'ennuie au possible. Et tu sais qu'il y a des concepts qui sont dépassés. Hein. Le concept de nation est dépassé selon certaines personnes. Le concept de beauté en art aussi est dépassé. On va dire que t'es un réac, t'es un vieux schnock. Ça fait longtemps qu'on ne parle plus de beauté en art. Oui, en effet, ça fait longtemps qu'on n'en parle plus. On en constate la trace partout dans l'art contemporain. Hein. C'est la beauté a été congédiée, le masculin a été congédié, le féminin a été congédié, la nation a été congédiée. L'Occident a été congédié. C'est un monde merveilleux qu'on nous prépare. C'est un monde enthousiasmant. C'est un monde congédié. Alors non, franchement, lorsque je vois ça, moi, ça me déprime, comme je dis, parce que je trouve ça bête. Et ce qui m'embête encore plus, c'est la capitulation des intelligents devant la bêtise. Les gens ont tellement peur d'avoir l'air réactionnaire. Ils ont tellement peur d'avoir l'air de droite. Ils ont tellement peur d'avoir l'air d'extrême droite que devant cela, ils décident de se coucher. Secrètement, ils en disent tout le mal qu'ils en pensent, et publiquement, ils font les subtils. Ils font les subtils devant une œuvre qui exigerait quand même un travail de l'intelligence qui permettrait de comprendre. Mais comme je disais hier sur CNews, moi, le nombre de fois où j'ai vu des installations d'art contemporain qui me donnaient l'impression que j'étais devant une espèce de chambre d'enfants mal rangée, c'est-à-dire, on met du gazon, on met une échelle, on met un chat qui se promène, puis on met un cône orange, puis on dit, c'est une œuvre qui conteste Trump et l'islamophobie et la transphobie. Vous voyez que ce gazon conteste la transphobie. Là, je dis, ah bon, comment? Mais Mathieu, il y a quelques années, Mathieu, dans une galerie de l'UQAM, il y avait une machine à chier. Alors, c'était une énorme machine en métal. On mettait de la bouffe à un bout de la machine et il y avait vraiment de la merde qui sortait de l'autre côté et c'était une œuvre d'art. Et on a vu aussi un crucifix trempé dans de l'urine, là, Piss Christ, qui était considéré comme une œuvre d'art. Tu sais, tu dis à un moment donné, là, on va aller jusqu'où. Apparemment, c'était transgressif. Mais moi, la question que je me pose, c'est essayer de faire la même chose avec un texte sacré ou un symbole sacré d'une autre religion. Et on verra comment ça réagit. Hein? On verra ce qui se passe si vous décidez de faire ça avec d'autres religions du livre. Je suis curieux de la réaction. Il se pourrait que la réaction ne soit pas aussi douce. Je n'en dis pas davantage, mais j'ai l'impression que ces petits transgressifs sont des petits transgressifs à rabais, des petits lapins de la transgression qui, s'ils devaient transgresser pour vrai, serait soudainement paralysé. Alors, écoute, selon François Legault, Gabriel Nadeau-Dubois est un woke. D'ailleurs, ça me fait rire, là. Ça me fait penser à Denise Bombardier au début. Denise Bombardier, elle appelait ça les yokes. Elle dit, lui, c'est un yoke. En tout cas, bref, donc, selon toi, c'est un woke, Gabriel Nadeau-Dubois.
Oui, il fait partie de cet univers-là. Il n'en est pas le plus caricatural. C'est un woke parlementaire, hein. C'est-à-dire que c'est un woke qui a compris qu'il devait pratiquer ce qu'on pourrait appeler la tachia progressiste, pour le dire d'une formule amusée. C'est-à-dire, il présente bien, il cherche à donner l'impression de s'adresser aux classes moyennes, mais dans les faits, la base militante de Québec solidaire est une base d'une gauche radicale qui est un peu, qui fonctionne dans des codes ésotériques pour le commun des mortels. Donc, comment donner l'impression d'être un parlementaire raisonnable, qui est capable de s'adresser aux Québécois ordinaires, et au même moment s'adresser à une base excitée qui voit de l'homophobie, de la transphobie, de l'islamophobie, de toutes les phobies partout, la grossophobie, la petitophobie probablement, et bon, qu'importe. Donc, il y a, mais ce que je trouve drôle dans tout ça, moi, c'est surtout la réaction de tous ces chroniqueurs indignés de la presse qui me nomment, donc je vais me permettre de répondre. Comment s'appelle-t-elle? Isabelle Haché, Rima El Khoury qui me nomment, et comme si j'étais le Rasputin du gouvernement Legault, que j'influençais d'une manière ou d'autre. Non, moi j'écris mes livres, mais sinon je fais mon travail. Mais pour eux, le débat public serait confisqué par les concepts de bas côté, qui jetteraient de l'huile réactionnaire sur le feu ou de l'huile sur le feu réactionnaire, je suis pas certain. Bon, le wokisme a une définition qui me semble assez claire. C'est cette posture qui prétend, moi c'est une définition critique, on s'entend, mais c'est cette hypersensibilité revendiquée aux droits et revendications des minorités et la volonté qui vient aussi avec la volonté de faire censurer, de faire taire, de bannir ceux qui ne se plient pas devant les exigences sacralisées et quasi religieuses des minorités. Ça vient avec une forme de fanatisme. Pour moi, c'est le fanatisme de gauche propre au début des années 2020. C'est le nouveau visage de la tentation totalitaire en Occident. J'ai eu l'occasion de consacrer un chapitre de livre à ça, plusieurs articles, plusieurs entretiens. Alors, ceux qui nous expliquent que ils n'ont pas compris ce que ça veut dire, on peut les inviter à les lire un peu. Et ce qui est drôle, en plus, c'est qu'ils revendiquaient cette étiquette-là il y a quelques années. Mais maintenant que c'est une étiquette qui s'est tournée négativement, et là, ils sont effrayés. Puis ces gens-là, c'est drôle. Ils nous disent, faut pas faire de bataille sémantique. Ces gens qui, pendant 1 an et demi, ont tout fait pour imposer le concept de racisme systémique au Québec, nous disent maintenant, il ne faut pas faire de bataille sémantique. Un instant, vous êtes les premiers à savoir l'importance des mots. Et dans les circonstances, le mot woke désigne bien cette gauche radicale qui cherchait à se faire passer pour la conscience humaniste éclairée de la société et qui, dans les faits, habite un monde parallèle. Là, Mathieu, déjà que François Legault avait nommé un de tes livres, hein, il disait à voix haute qu'il avait lu un de tes livres, et là, il reprend cette expression, cette expression-là de woke. Est-ce que tu es son Richelieu? Est-ce que tu es son vizir, là, tu sais, le vizir qui va derrière le cheikh, là, puis qui lui dit, vous allez dire ça, vous allez dire ça. Et est-ce que tu es no good? Oui, mais premièrement, donc je veux être calife à la place du calife. Oui. Oui, mais si je peux être calife à la place du calife, oui, mais ça exige beaucoup trop de choses compliquées. J'ai pas envie de gérer une pandémie. Mais si je peux nous chuchoter à l'oreille, indépendance, 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 je le ferai. Mais bien franchement, François Legault n'a pas besoin de moi pour penser ce qu'il pense. François Legault lit des tonnes de livres. Il lit des gens de toutes les tendances. Il a eu la gentillesse de dire du bien de mes ouvrages, mais tous ceux qui cherchent en fait à me transformer en espèce de Rasputin, de box Poutine du gouvernement Legault, vivent dans un monde parallèle. Je veux dire, ils ont besoin, mais c'est toujours la même chose. Quand la gauche a l'impression de perdre la maîtrise du débat d'idées, elle a besoin de s'imaginer qu'une espèce de figure inquiétante, ésotérique, et sulfureuse chuchote à l'oreille du prince et l'hypnotise. Mais non, pas du tout. Je veux dire, moi, je fais mon travail, j'écie mes textes, je fais mes conférences, je donne mes cours, je fais mes chroniques, je fais mes livres. Dis-le que t'es comme K, le serpent dans le livre de la jungle, là. Indépendance. Oui, mais ça fonctionne pas. Le seul mot que je voudrais lui souffler, ça fonctionne pas. Je suis un très mauvais mage. Je suis un très mauvais magicien. J'ai des cours à prendre encore pour être capable de former les gens. Non, c'est que ça, donc, ils ont besoin de s'imaginer qu'il y a des espèces de figures inquiétantes qui dévieraient le cours de l'histoire, qui envoûterait les esprits avec des concepts terrifiants. Bien sûr que non. C'est-à-dire, le concept de woke est central aujourd'hui dans la politique contemporaine. Il désigne un courant qui phobise tout, qui voit les discriminations partout. Legault a tout à fait raison là-dessus, qui diabolise le fait national, qui diabolise la division sexuelle entre l'homme et la femme, qui voit partout un système hétéro-patriarcal phallocentrique ou un système hétérocentrique phallopatriarcal, quelque chose comme ça, comme mélanger shuffle. Bon, alors, on voit ça,
ça désigne très bien cette mouvance-là. Et Gabriel Nadeau-Dubois fuit un concept qu'il aurait revendiqué il y a quelques mois, il y a quelques années. Ça me dérange pas. Il est normal de fuir un concept désagréable pour lui, mais il décrit bien la réalité de cette mouvance. Puis tous ceux qui s'imaginent que Legault est sous hypnose devraient faire confiance un peu à l'intelligence de notre premier ministre. Monsieur Legault, comme je le dis, n'a pas besoin deux ou trois personnes pour savoir ce qu'il pense. Et je suis heureux qu'il me lise, et je suis certain qu'il lit d'autres gens, puis il se fait une tête à travers tout ça sur la question la plus fondamentale qui soit l'indépendance. Manifestement, il prend pas ses conseils chez moi. Ça me dérange pas, ça fait partie de la vie. Bon. Et écoute, en terminant, je suis toujours curieux de savoir qui tu vas recevoir à ton émission demain à CNews. Ton émission la semaine dernière était super bonne. Ce gars-là de Charlie Hebdo, vous parliez de liberté d'expression, tout ça, c'était passionnant. Qui tu reçois demain? Je reçois Sébastien Le Foll, qui est le directeur de la rédaction du Point et qui a écrit un livre magnifique sur le rôle du mépris dans la société française. Comment la société française, d'une société à l'autre, ce ne sont pas toujours les mêmes passions qui sont présentes. Et lui, il cherche à voir comment le mépris façonne les rapports sociaux en France. Donc, je l'aurai dans la deuxième partie d'émission. Donc, je fais mes 2 éditos. Puis ensuite, j'ai la rencontre avec Sébastien Le Foll, que j'estime. C'est son premier livre, d'ailleurs, un livre assez tardif. Il y a une vraie belle plume. C'est un livre très intelligent, très fin, avec une part autobiographique qui est fort intéressante. Donc, je lui en parlerai demain. Écoute, lundi, bien sûr, tu vas regarder aussi la campagne, mais c'est-à-dire la soirée électorale au Canada. On s'en reparlera mardi matin. Mais écoute, excellent week-end, Mathieu Bock-Côté. Toi de même. Salut. Bye. Bye. Parce qu'en assurance, ce qui compte le plus, c'est d'être là quand ça compte pour vous. Promutuelle Assurance est heureux d'être là partout avec les auditeurs de cette émission. Fiers de protéger les biens des Québécois depuis près de 170 ans aux 4 coins du Québec. Promutuelle Assurance est là. Bon balado. Pendant ce petit moment de silence, des femmes ont sombré dans la misère. D'autres ont craint pour leur vie. Et certaines ont tout perdu. La détresse des femmes se vit partout au quotidien. Aidez-nous chez Doris.org.